Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 79 de la saison 3. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré et postnatal. Et puis surtout, je suis maman de 2 petites filles. Bonjour, je m'appelle Ella Marie Aval et j'ai une petite sœur qui s'appelle Jasmine. Et j'ai 3 ans. Et bienvenue dans la matrescence. Au revoir. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. Et puis surtout, partagez sur les réseaux sociaux. J'ai lancé mon site web, vous pouvez aller y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez jamais écoutés. Tout y est clémentinesarlat.com. Vous l'aurez compris, dans ce podcast, l'arrivée d'un enfant, ça chamboule. Ça chamboule le parent d'abord, mais ça chamboule parfois, voire souvent, le couple. Maïssa Leroy est thérapeute, coach en développement personnel et formée en PNL, la programmation neuro-linguistique. Elle a elle-même divorcé du père de ses 3 premières filles avant de se remarier et d'avoir une 4e petite fille. Maïssa parle très souvent sur les réseaux sociaux de divorce, de relations toxiques, des expériences qu'elle a pu avoir et du chemin qu'elle a parcouru après la séparation d'avec son premier mari. Alors quand il n'y a plus d'amour, est-ce que le mieux est de rester ensemble ou de trouver une entente respectueuse pour les enfants et les adultes ? Je pense qu'on a vite trouvé la réponse à cette question et on en parle dans le podcast. On a aussi longuement évoqué la toxicité dans les relations. Comment est-ce qu'on la repère ? Comment est-ce qu'on brise le cercle vicieux de 2 partenaires qui se tirent vers le bas ? C'est une conversation riche, à cœur ouvert, qui fait se poser des questions sur l'intimité d'un couple. En ces temps de pandémie particulièrement, la santé mentale est une affaire sérieuse. Alors si vous avez des difficultés en tant que parent, n'hésitez pas à consulter ou à appeler ce numéro vert 0805 827 827. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Maïssa. Salut. Merci beaucoup de m'accorder du temps. Je viens sors du Covid, donc vraiment je te remercie. Mais avec plaisir Clémentine, franchement avec grand plaisir, je suis vraiment contente de participer aussi à ce podcast, vraiment. Alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi l'arrivée de ton premier enfant ? Je crois que tu étais jeune déjà. J'étais très jeune, donc moi, faut savoir que déjà j'ai eu l'arrivée d'un premier enfant avec un bébé mort-né. Donc tu vois, j'en avais déjà parlé, tout ça. Donc c'était assez compliqué, mais finalement cette marche arrière entre guillemets, elle m'a vraiment permis, quand j'ai eu mon enfant, ma première fille, de finalement de décider de devenir actrice de ma maternité, de mon accouchement et de mon rôle de mère. C'est-à-dire que j'ai vraiment compris par justement cette première épreuve, comme ça m'est arrivé, parce que j'ai vraiment perdu un bébé mort-né à un âge avancé dans des conditions un petit peu très compliquées et dramatiques, on va dire. Mais voilà, donc moi, le premier enfant, ça a été un projet avorté. Donc on se remet en question. Il y a eu j'ai quand même été mère, hein, mais pour moi, j'ai pas été mère jusqu'au bout. Donc on se remet en question beaucoup. On se dit qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui va pas, est-ce que j'ai pas cette chance-là, pourquoi j'ai pas le droit. On se pose plein de questions. Et puis quand le miracle a lieu, en fait, à un moment donné, on a 2 options. Soit on se dit je veux plus d'enfants parce qu'on est trop traumatisé. Soit on se dit ah vas-y, c'est bon, je remets, c'est la vie et puis ainsi va la vie, c'est comme ça. Et en fait, moi, j'ai pris la 2e option. Donc, ainsi va la vie, c'est comme ça. Et du coup, j'ai eu ma première fille. Et c'était magique parce que, en fait, j'ai décidé de vraiment devenir actrice de ma grossesse, actrice de mon accouchement parce que j'ai accouché de mes enfants à la maison. Donc, avec une sage-femme à domicile. Le maternage. Vraiment, ma première fille, j'ai vraiment adoré ce rôle. Jusqu'à un peu m'y perdre à un moment donné, mais adorer ce rôle, voilà, vraiment. Ça a bouleversé. En fait, ça a réparé des choses.
c'est marrant parce que en fait, la première, c'était une fille aussi, mais la première, la première fille, bah, ça a brisé quelque chose. Et la deuxième a réparé quelque chose. Après, c'est pas un enfant pansement, hein, mais c'est juste que pour moi, vis-à-vis de moi-même, quand je me suis regardée dans le miroir pour savoir qui j'étais dans tout ça, en fait, ça a vraiment réparé, rétabli quelque chose. Ouais, c'était dingue. D'ailleurs, on a une relation de dingue avec ma fille, la première. T'avais quel âge? Oh là là, j'étais jeune. Je l'ai eu à 23 ans. Ah oui, C'était ma deuxième, hein. Ouais. Alors que la première, je l'ai eu à 21 ans, 22 ans. d'accord. Je venais d'avoir mes 22 ans. Ah oui, donc déjà, t'avais de la maturité pour accueillir des enfants en étant Ouais, aussi jeune. j'ai toujours voulu des enfants jeunes, en fait. Pour moi, c'était une aubaine d'avoir mais Hmm. c'était vraiment ma façon de voir les choses, hein. Je sais pas si aujourd'hui, la femme que je suis dirait la même chose. Si je pouvais aller dans le passé, je sais pas si je lui dirais, vas-y, fais des enfants seuls. Mais aujourd'hui, j'y vois beaucoup plus des enfants jeunes. J'y vois beaucoup plus je sais pas, bah, ma fille, déjà, elle me dépasse d'une tête. On dirait qu'on est des sœurs. On est encore un peu dans le même mood, dans le même monde. Tu vois, on est toutes les deux sur TikTok, on partage plein de choses, on a un peu le même vocabulaire, tu vois. Donc, c'est un peu, enfin, c'est vraiment particulier, hein, la relation que j'ai avec elle. Avec une ado. C'est ça. Bon, après, je dis pas que c'est facile, hein, mais ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Alors, à côté de ça, tu es aussi thérapeute. Est-ce que tu peux me Ouais. raconter pourquoi tu as voulu devenir thérapeute? Est-ce que c'est depuis petite? Est-ce que c'est quand tu es devenue mère? Est-ce que c'est avant? Ça s'est passé comment? Mais en fait, je vais pas te mentir en disant que j'ai toujours eu ce truc de thérapeute. C'est vrai que moi, j'ai toujours été fascinée par l'être humain, dans sa manière de fonctionner. C'est-à-dire que moi, depuis toujours, quand j'arrive quelque part, je suis très observatrice. Je regarde les comportements, pourquoi telle personne regarde comme ça, pourquoi est-ce qu'elle fait ça. Enfin, vraiment, depuis petite, je suis dans l'observation et dans la déduction. Et en fait, à la base, moi, je voulais être prof de maths, donc rien à voir. Mais prof de maths des ados. Parce que, je sais pas, j'avais envie de réconcilier les ados avec les mathématiques. Tu vois, il y avait toujours ce truc qui planait autour de un ado enfin, n'aime pas les maths. Je sais pas pourquoi, en fait, j'avais cette idée-là. Bref. Du coup, pas du tout. J'ai pas du tout fait ça. J'ai fait de l'informatique. Mais là, c'était juste parce que je voulais, voilà, je me disais c'était le métier d'avenir et tout à l'époque. Donc voilà. Ensuite, j'ai arrêté parce que justement, j'ai arrêté au bout de 3 ans parce que justement, bah, j'ai eu ma première fille. Donc après, je suis rentrée un peu dans une phase de deuil. Ensuite, il y a eu la deuxième qui est arrivée une fois que j'ai fait mon deuil, tout ça. Et ensuite, je me suis occupée de mes enfants. Et en m'occupant de mes enfants, en fait, bah, j'ai commencé un peu, donc comme je te disais, j'étais vachement dans toutes les pédagogies alternatives, etc. déjà à l'époque. Et en fait, on avait monté des ateliers pour les enfants pour justement les éveiller, avec un groupe de mamans, éveiller justement à toutes ces choses-là pour les enfants. En fait, à l'époque, c'était vraiment pas à la mode. Hein. Faut savoir, il y a 15 ans, c'était vraiment pas à la mode. C'est Donc, clair. quand on a lancé enfin voilà, quand on lançait ces ateliers pour justement éveiller à la communication non violente, voilà, à toutes les pédagogies alternatives, quelles qu'elles soient, et ben, on s'est rendu compte, enfin, je m'étais rendu compte que il y avait, quand un enfant était, entre guillemets, perturbateur, la mère, elle avait un problème. C'est-à-dire qu'il y avait un mal-être. Quand je dis un problème, c'est pas dans le sens, c'est vraiment dans le sens, il y a un problème dans son contexte de vie, il y a quelque chose qui pas tourne pas rond, mais il y a quelque chose qu'elle veut taire. Et de par ce truc-là, du coup, je me suis dit, tiens, et si tu te formais, qu'est-ce qu'il y a à faire? Tu vois, qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Parce que ça m'intéressait, tout ce qui était cognitif. Enfin, tu vois, j'ai quand même toujours eu un truc assez visionnaire. Je sais pas pourquoi les infos me viennent. Tu sais, il y avait même pas trop de réseaux sociaux à cette époque et tout. Tu vois, les informations me venaient, ça m'intéressait. J'allais au bout, chercher les choses. Tu vois, j'ai toujours été très d'un côté autodidacte et d'un autre côté, j'allais me former. Mais quand j'allais me former, je voulais me former chez les meilleurs. Tu vois, même si il fallait que ça soit très cher ou quoi, c'était pas un problème pour moi. Et du coup, bah voilà, j'ai commencé à me former à tout ce qui était PNL. J'ai commencé à faire au début des ateliers en fait avec les mamans, tu vois, où je leur expliquais un peu la communication, comment ça se passe, je sais pas, avec les enfants, que l'enfant c'est le reflet de toi-même, voilà, des petites choses comme ça, tranquillement. Au début, on appelle les gens avec la confiance en soi, tu vois, des petits trucs comme ça, comment faire pour avoir, je sais pas, tu sais, tous les gros titres là qu'on donne souvent. Dans tout ce qui est maternage, tu vois, avoir un enfant épanoui dans la bienveillance, tu vois, tous les titres accrocheurs comme ça.
Puis au final, ça se terminait toujours avec une mère en pleurs. Tu vois, ça se terminait toujours avec un espèce de constat où, oui, dans la famille, ça va pas. Donc, du coup, j'ai repris mes études de psycho. J'ai fait quelques années. D'accord. Ensuite, je me suis formée à la PNL. J'ai fait donc le maître prêtre. Ensuite, je me suis formée à tout ce qui était analyse comportementale. Ça veut dire, tu vois, l'analyse des comportements, en fait, comprendre les personnes, les différents types de personnalités, les besoins, le besoin nourricier, enfin, toutes ces choses-là. Ensuite, je me suis formée à l'analyse transactionnelle, à tout ce qui est vraiment tout ce qu'il y avait. Bon, quand je dis tout, non, j'exagère. Mais tu vois, tout ce qui était science, qui décryptait la science du comportement, le pourquoi des schémas, le pourquoi on se comportait comme ça en tant qu'adulte, qu'est-ce qui était le lien à l'enfance, tu vois, toutes ces choses-là. En fait, moi, la psycho, ça m'a saoulée. Parce que je trouvais que ça allait pas assez vite, tu vois. Et qu'aujourd'hui, on est à l'ère de l'instantanéité. Et je ne regrette vraiment pas d'avoir arrêté, tu vois, et d'être partie vers tous les trucs alternatifs. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, j'en parle que de ça. Mais moi, à l'époque, donc il y a 12 ans, tu vois, quand je me suis vraiment formée, que j'ai terminé, il y a 12 ans, tu vois, c'était pas du tout connu. Et même qu'on nous prenait pour des gourous. Tu vois, on pensait qu'on allait voir des gourous quand on disait qu'on était en PNL, ou qu'on faisait du développement personnel ou de la PCM, des choses comme ça, tu vois. Donc voilà, et donc à partir de là, bah, voilà, je suis tombée là-dedans et puis de fil en aiguille, bah, j'ai fait des ateliers. Après des ateliers, bah, j'ai commencé à me lancer dans les séances et cetera et puis voilà. Bon, ça fait 12 ans. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la PNL et ce que ça peut apporter dans la parentalité? Alors la PNL, c'est intéressant, dans le sens où ça permet juste de comprendre en fait, c'est comme si tu regardais en méta ta manière de fonctionner. Mhm. C'est comme si tu prenais de la hauteur sur une situation et en fait, ça te donne des outils pour prendre cette hauteur-là. D'accord. La PNL, donc la programmation neurolinguistique, c'est bien sur des choses pour du court terme. Mais c'est pas là pour régler des problématiques qui sont là, tu vois, qui sont ancrées en toi, qui font partie de ton identité. Là, on va plus faire de la thérapie. Mais la PNL, ça permet, bah, en fait, ça donne les bases, entre guillemets, de tout ce qui va être écoute active, tu vois, qui est hyper importante de connexion à soi, en fait, finalement. Tu vois, de rester connecté à ses émotions, parce que quelque part, quand on se met en colère sur nos enfants et qu'on pète un câble et qu'on pète une durite, en fait, c'est parce qu'à ce moment-là, on n'est pas connecté à soi, on n'est pas connecté aux conséquences, on n'est pas connecté à tout ça. C'est juste de la colère. Et parfois, cette colère, elle vient du fait qu'il y a une résonance à son enfant qui renvoie quelque chose qui fait qu'on se met en colère, tu vois, et c'est pas forcément justifié. Et voilà, et en fait, la PNL, vraiment, par rapport à ça, c'est un outil qui est bien parce que ça permet vraiment de prendre un certain recul et de comprendre certaines choses. De comprendre, voilà. Mais je trouve que c'est pas suffisant comme outil. Mais après, je dis ça parce que j'ai tout le panel. Donc c'est pour ça, tu vois, mais pour moi, c'est pas suffisant, tu vois. J'ai fait le maître Pratt et après, j'ai continué à me former à plein de choses. En fait, je pense que surtout la PNL, ça permet de se connecter à soi, hein. Bah, il y Je a pense que souvent une c'est surtout ça, déconnexion hein. pour les parents et c'est le C'est plus ça, difficile. c'est ça, c'est ça. Mm. Cette déconnexion, elle est hyper importante, hein, hyper importante, hein. Ouais, Alors, tu utilises beaucoup quand même les réseaux sociaux, je trouve, et de ouais, manière très percutante pour faire passer des messages. Et ouais. j'avais trouvé très intéressant le fait que tu abordes souvent les relations toxiques, parce que je pense que c'est quelque chose dont on parle très peu. Peut-être que c'est encore tabou, je sais pas. Mais en tout cas, toi, tu abordes de ce thème. Pourquoi est-ce que c'est un thème qui t'intéresse? C'est un thème qui m'intéresse, mais aussi qui est venu, entre guillemets, à moi parce que, je dis tout le temps entre guillemets, c'est comme si que je voulais pas assumer ce que je voulais dire. Non, mais blague à part, c'est vraiment un sujet qui vient à moi, mais de par la constatation, en fait, le bilan finalement, de par mes longues années d'expérience et le nombre de personnes que j'ai accompagnées maintenant, qui se comptent par je sais pas combien, et qui fait que, en fait, je me rends vraiment compte qu'il y a toujours de près ou de loin, pardon, une personne toxique. Ça veut dire que ça soit le conjoint, que ça soit la sœur, que ça soit le frère, la collègue, l'oncle, la tante, le parent qui l'a construit avec cette toxicité. Donc derrière, il va avoir une répétition de schéma qui va faire que, bah après, elle va se mettre avec une personne très toxique pour faire sa vie, parce que pour elle, il y a que à travers ça. Quand je dis elle, c'est la personne, hein. Mais il y a que à travers ça qu'elle peut exister, qu'elle a une identité. Donc du coup derrière, je trouve que c'est un sujet bien plus important que la confiance en soi, etc. C'est vraiment déjà est-ce que je prends conscience de mon mal-être est-il dû au fait que je côtoie une personne toxique et que je suis dans une relation énergivore?
donc je n'ai pas l'énergie pour me construire correctement, ou est-ce que c'est tout simplement parce que moi-même, j'ai le passé de cette relation toxique qui a fait que, mais tu vois, de près ou de loin, on aura toujours une personne toxique. Et je pense que c'est vraiment la base de tout. Il faut déjà prendre conscience, avons-nous une personne ou sommes-nous une personne toxique? Parce que aussi, on peut très bien subir une toxicité et devenir toxique par transitivité, tu vois. Donc, c'est quasiment le nœud, hein. C'est la genèse de beaucoup de choses, la Et personne toxique. alors, comment est-ce que tu comprends que tu es dans une relation toxique? Comment est-ce que dans un couple, parental notamment, on se rend compte qu'il y a un souci avec de la toxicité? Déjà, il y a un truc super important par rapport au couple et au couple parental, c'est qu'il y a donc le couple qui de base était un couple, donc c'est deux histoires qui viennent, qui se mettent ensemble, qui s'entrechoquent et qui s'entremêlent et qui vivent ensemble. Et ces deux personnes sont deux adultes, d'accord? Mais en fait, quand on devient parent, on se découvre en tant que parent. Mais on se découvre aussi dans le couple en tant que parent. Ça veut dire dans sa place dans le couple en tant que père, en tant que mère, et vis-à-vis de soi en tant que personne dans son identité, et vis-à-vis du couple quand on ne forme qu'un. Et tu vois, dans tout ça, il y a une espèce de triangle, en fait, où on n'arrive pas à trouver sa place. Et en fait, des fois, un couple va être super bien, et à l'arrivée d'un enfant, la personne va devenir toxique, l'un va devenir toxique pour l'autre. Pourquoi? Parce que, en fait, l'enfant va réveiller une douleur, une résonance qui a eu lieu pendant l'enfance par rapport à son parent ou par rapport à je ne sais quoi, peu importe par rapport à quoi, mais qui va réveiller, en fait, une douleur. Et derrière cette douleur-là, on va commencer à la transmettre, en fait, de façon inconsciente, c'est les schémas, à son enfant ou au conjoint, à la conjointe. Et le truc, en fait, pour comprendre comment est-ce qu'on vit une relation toxique, c'est vraiment de voir, en fait, que finalement, quand on fait quelque chose, on le fait plus pour soi, mais on le fait en s'effaçant par rapport à l'exigence de ce que l'autre veut de soi. C'est ça une relation toxique, hein. C'est je n'existe plus dans mon identité personnelle en tant qu'individu, je n'existe qu'au travers du rôle que l'autre attend de moi. Donc je m'efface, je n'existe plus. Et quand tu dis ça, c'est intéressant parce que ça s'applique au couple, ça s'applique à l'amitié, ça s'applique à nos parents. Tout. Ouais. Tu vois, la relation toxique, tout. C'est-à-dire tout. Pourquoi dans une fratrie, il va y avoir une personne qui va subir la toxicité du parent et l'autre qui en aura rien à faire, en fait, qui va réussir à vivre sa vie sans le moindre problème. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a besoin de continuer à avoir la permission et la validation du parent toxique, alors que l'autre décide d'en avoir rien à faire. Mais c'est pas parce qu'il décide d'en avoir rien à faire qu'il est guéri de cette toxicité et qu'il va pas la reproduire vis-à-vis de son enfant. Donc c'est ça qui est hyper passionnant, en fait, dans tout ça, en fait. Et comment est-ce que en couple tu sors de cette toxicité? Est-ce que il faut se séparer, il n'y a pas d'autre solution, ou c'est chacun guéri de son côté et on peut trouver un terrain d'entente? Ouais. En fait, faut aller. Moi vraiment, je parle pas parce que je prêche pour ma paroisse, hein, pas du tout. Moi, je pense qu'il faut que tout le monde fasse une thérapie. C'est super important. Dans le sens où, en fait, il y a des choses. Parce que aujourd'hui, on est dans une société où il faut être parfait. D'accord? Faut grandir sans aucune faille, faut grandir sans aucune blessure, faut arriver au taf, faut être la meilleure personne, faut être performant rapidement, faut réussir à avoir des enfants, que les enfants soient bien éduqués, épanouis, qu'on réussisse au niveau pécunier, qu'on réussisse au niveau social, qu'on réussisse au niveau personnel, développement. Mais ça va pas ou quoi? C'est pas humain, c'est pas possible en fait, on n'est pas des super-héros. Donc déjà de base, le fait d'avoir ces objectifs-là, il y a un problème. Et le fait que ces injonctions-là soient aussi présentes, c'est un problème. Ça veut dire que, en fait, il faut déjà réussir à prendre de la hauteur vis-à-vis de soi-même pour se dire, OK, c'est quoi mon schéma de vie? Ça veut pas dire qu'on va partir dans une psychanalyse de dingue, hein. C'est juste de comprendre, en fait, OK, quel est mon rôle dans cette vie? Quelle est ma personne dans cette vie? Qui suis-je au milieu de tout ça et de tout ce schéma familial? Et qu'est-ce que je reproduis malgré moi aujourd'hui? Et qu'est-ce que je décide de reproduire parce que ça me fait plaisir de perpétuer un héritage? Tu vois? Et en fait, pour revenir à ta réponse par rapport à ça, la thérapie, genre, c'est un truc, il y a un tabou, hein, par rapport à la thérapie, parce qu'il y a cette espèce de faiblesse. On dit que c'est de la faiblesse. Donc, les gens
vont plus venir par l'axe développement personnel. Tu vois, on est encore dans la performance. Tu vois, genre, je suis bien, mais je veux aller encore mieux. Alors qu'en fait, souvent les gens qui viennent me voir pour ça, je dis attends, vas-y, viens, on retourne là-bas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avant pour avancer quoi? Et en fait voilà, la thérapie c'est une très bonne chose, mais après il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est tout dépend quelle toxicité. Le pervers narcissique, il fuit. Il y a pas, tu répareras rien. Il y a rien à réparer, tu vois? Parce que c'est la relation la plus toxique, c'est la relation la pire. C'est-à-dire qu'on dit que c'est une relation toxique, mais c'est même pas toxique, c'est de la psychopathologie, tu vois. On est sur quelque chose de beaucoup plus lourd et là, souvent, c'est très, très compliqué. Très, très compliqué de sortir d'une relation avec un PN. Donc, donc faut quitter, mais genre, du jour au lendemain, tu vois. Faut même pas chercher à essayer de réparer ou à. Et c'est ça le plus dur, hein. Parce que quand la personne, elle a quitté une personne pervers narcissique, quand elle l'a quitté, elle se rend compte, elle se dit, wow, jamais de la vie, je reviendrai. Souvent, c'est des relations qui durent très, très longtemps. Parce que justement, la personne n'arrive pas à quitter. Mais quand elle quitte, elle quitte. Je conseille le film Mon Roi de Oui, Mai oui, Wen je le conseille à mes personnes. Ouais, qui est très, très bien. qui le décrit très bien. fait. Ouais, il est très, très juste, en fait. Sur la descente aux enfers. Vraiment, la descente aux enfers. Donc, en gros, bon, sauf si c'est un pervers narcissique, mais si on est dans une relation toxique qu'on a un peu entretenue avec son conjoint ou sa conjointe, peu importe, il y a des choses à faire. On n'est pas obligé de se tirer vers le bas. On peut inverser la spirale. Ouais, il y a des choses à faire, sauf s'il n'y a pas d'amour. Parce que des fois, il y a des mariages de raison qui se font. Ça, c'est une réalité, tu vois, des mariages de convenance. Genre, bah tiens, on sort d'une relation amoureuse qui a été difficile au niveau sentimental, qui a été éprouvante et qui a été très douloureuse à vivre. Donc derrière, on se marie avec la relation pansement, on se met en couple avec la relation pansement, on soigne des choses. Mais en fait, il s'avère qu'après, ça devient une relation toxique parce que finalement, on finit par se rendre compte entre guillemets de la supercherie, mais c'est inconscient. Quand je dis se rendre compte, ça veut dire qu'on se rend compte qu'on veut plus rester avec la personne, mais qu'on est emprisonné. Et là, on fait subir la relation toxique. Ça veut dire que soit on s'arrange pour se retrouver dans une posture de victime où on subit la relation toxique, soit on fait vivre une relation toxique à l'autre. Tu vois? Donc là, quand c'est une relation pansement, faut quitter. Tu vois, c'est vraiment, tu vois, ça a des petites notions près en fait où on se bat pour réussir à sauver la relation toxique ou on quitte pour parfois on peut être toxique, c'est juste des périodes hein. Tu vois, exemple je sais pas un anniversaire de décès dont on n'a pas conscience forcément, un anniversaire de décès dans la famille, par exemple la mère ou je sais pas quelqu'un qui nous a marqué, puis à un moment donné dans une période donnée on va être infernal. Et en fait, on va faire payer à l'autre cette douleur-là. Quand je dis faire payer, une relation toxique, c'est pas seulement dans le comportement. Qu'est-ce qui définit vraiment la relation toxique? C'est qu'il y a tu vois, il y a plusieurs couches en nous. Et il y a la profondeur, en fait, où la personne, on lui fait payer quelque chose par rapport à notre passé, ou elle nous fait payer quelque chose par rapport à son passé. Et elle essaye de guérir une blessure qu'elle ne pourra pas guérir auprès de son conjoint ou de sa conjointe, parce qu'en fait, la guérison qu'elle doit trouver, c'est auprès d'elle-même. Tu vois? Et à partir de ce postulat-là, dès que tu guéris ta blessure, bah en fait, ça y est. Soit ça roule dans le couple, soit ça roule dans le couple dans le fait de vouloir quitter l'autre, tu vois? Soit ça se fait voilà, pacifiquement. Mais voilà, il y a toujours une solution. Toujours. C'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de couples qui vivent un tourbillon incroyable au moment de devenir parents. Pas pour rien qu'on l'appelle le baby clash. Et voir la porte de sortie, parfois, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que à ça rajoute la fatigue corporelle, tu vois, la fatigue physique, la fatigue morale, la fatigue émotionnelle, le fait d'essayer de trouver sa place. Tu vois, comme tu viens de le dire, c'est un tourbillon. Et dans le tourbillon, il y a le côté, en fait, il y a un moment donné où les deux parents ne sont pas synchro. Ils sont pas synchronisés ensemble. C'est-à-dire que tu as un moment où la mère, elle est complètement épuisée par la chute d'hormones, l'allaitement si elle allaite, les réveils intempestifs, les inquiétudes, les peurs, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et tu as le père, en fait, qui a parfois ce besoin de déconnexion, en fait,
mais la mère va le vivre comme une injustice parce qu'elle sent pas la même chose. Enfin, c'est compliqué de trouver sa place en fait dans ce tourbillon vraiment et de trouver une synchro pour pouvoir tourner de façon harmonieuse. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que tout le monde se marche sur les pieds et Mmh. personne se comprend et du coup, c'est normal hein, qu'après un accouchement, moi je trouve ça normal qu'après un accouchement, ça, souvent il y a des personnes qui, tu sais, qui pensent que faire un enfant, ça va arranger les choses. Oh, mais quelle erreur! Mais quelle erreur! Ça peut arranger les choses sur un temps donné parce qu'on partage un projet ensemble, tu vois? Mais ça n'arrange pas le fond du couple, bien au contraire. C'est Mmh. c'est mettre un gros coup de pied dans la fourmilière du couple parce qu'on passe du couple aux 3. Il y a un petit élément en plus, tout petit Mais qui mais prend qui de la prend de la place. place. C'est ça, Et ça, c'est encore quand il y en a qu'un. Quand c'est il y en a ça, plusieurs. c'est ça, c'est ça. Sur les réseaux sociaux, tu parles aussi parfois de ton expérience personnelle. Ouais, bien sûr. Tu expliques que toi, tu as divorcé du père Mmh. de tes 3 premières filles, 3 c'est filles. ça? Ouais, c'est ça. Et est-ce que ça a été pour toi la décision la plus difficile à prendre ou la plus libératrice finalement? Non, non, la plus libératrice. En fait, bon, faut savoir que moi, dans mon histoire, ma mère, c'était quand même une femme, seule, très, très indépendante, tu sais, on a un petit peu une famille de matriarches. Donc, tu vois? Et limite, c'était un défaut, hein. C'est-à-dire que trouver la enfin, contrairement à d'autres, configurations, nous, le plus dur, c'est de laisser la place à un homme, tu vois? Nous, le plus dur, c'est de dire à un homme: «Ouais, t'inquiète, moi, je suis pas un homme». Tu vois? Vas-y, Tu vois? viens chez nous. C'est-à-dire qu'on est trop, voilà, on est trop, on a une part de masculinité qui est trop forte, en fait, parce que, des femmes indépendantes, enfin, moi, mon arrière-grand-mère avait déjà été veuve, donc elle s'est faite seule avec ses enfants. Ma grand-mère avait divorcé, elle s'est remariée, tu vois? Avec, des enfants. Ma mère avait divorcé, tu vois? Donc limite, c'est mon schéma, hein. Il y a une de mes filles qui me dit: «Je crois que mon schéma, c'est pas possible que je reste avec le même homme, toute ma vie, maman». Je lui dis: «Bon, c'est bon, mélange pas tout, tu vois? Commence pas à faire des raccourcis comme ça». Mais en fait, c'est de comprendre, non, c'était libérateur parce que ça y est, le choix, il était pris et que je savais que je pouvais plus, faire semblant d'être quelqu'un, en fait. De pas être, j'étais pas avec la bonne personne. C'est un mec génial. C'est-à-dire que le père de mes filles, c'était un mec génial, c'est un super papa, il a refait sa vie, je suis très contente pour lui. Enfin voilà, hein, il y a aucune animosité entre nous, bien au contraire. Mais en fait, à un moment donné, il a fallu prendre la décision d'arrêter un faux semblant, en fait. Ça va pas, ça va pas. On n'est pas compatibles, on n'est pas compatibles, on va pas faire, même s'il y avait les enfants. Et justement, pourquoi je parle si bien, enfin, pourquoi je parle comme ça à cœur ouvert, et aussi facilement, c'est que il y a beaucoup de choses par lesquelles je suis passée dans ma vie. Et en passant par là, donc en plus de toutes mes formations, ça fait un espèce de cocktail où je comprends vraiment les gens quand je leur parle. C'est pas de la théorie, c'est qu'il y a des chemins par lesquels je suis passée. Donc je ne peux que les comprendre, tu vois? Quand une femme vient me voir, elle me dit: «Voilà, mais moi j'ai peur de divorcer, j'ai mes enfants, j'ai nin qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que». Mes enfants, les pauvres, vont pas avoir toutes ces questions-là. Je me les suis posées avant de divorcer. Je me suis dit toutes ces choses-là. On m'a dit toutes ces choses-là. On m'a fait peur avec tout ça. Donc je comprends aussi quand il y a des personnes qui vont dire, moi quand j'ai voulu divorcer, ma mère m'a dit: «Mais non, tu vas pas divorcer». Je dis: «Mais toi, tu es sérieuse? Toi, tu as divorcé, tu as fait une fête en salle des fêtes quand tu as divorcé. Qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux me prendre la tête à moi parce que je t'ai dit que je vais divorcer?» Mais tu vois un peu, de pas se rendre compte en fait que l'autre aussi il peut être dans la même posture et vivre les choses douloureusement et ne pas être compris alors que la personne est passée par là. Et Mmh. moi, ce qui me permet aujourd'hui de parler aussi ouvertement de ça, c'est parce que je me suis guérie de ça. J'ai compris. J'ai compris pourquoi, j'ai compris tout ça et j'ai reconnu mes fautes aussi, mes erreurs. Parce qu'il y a une part de responsabilité, hein, aussi dans, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc ouais, hyper, libérateur. Mmh. Mmh. Et tu dirais que ça a eu quel impact sur ta famille finalement, plusieurs années Oh plus là là, tard? mais vraiment, enfin, aujourd'hui, mes enfants le disent, hein, enfin, maman, on est trop contente pour toi, on est trop contente pour papa.
En fait, alors faut savoir que nous, on n'était pas du tout une famille violente. Il n'y avait pas de toxicité. Il y a eu un espèce d'abandon de couple au sein de la famille, tu vois. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de violence, on partageait des vacances, voilà, on était des potes, des colocs. Donc, tu vois, il y avait quand même une forme de respect, etc. Donc, c'est d'autant plus compliqué parce que l'extérieur ne comprend vraiment pas, tu vois. Et du coup, l'influence, c'est, mais non, vous devez réparer ce couple qui avait l'air si beau d'un point de vue extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait qu'il y ait ça, ben en fait, ça, aujourd'hui, en fait, comment je le traduis, il y a quand même un espèce de poids qu'on fait porter sur les couples qui ont l'air parfaits, Hmm. tu vois? Alors que, non, mes filles aujourd'hui, franchement, hyper épanouies, ça se passe bien avec leur père, ça se passe bien avec mon mari, ça se passe bien avec le mari de leur père, la femme de leur père. Voilà, tout se passe très bien, quoi. Mais parce qu'en fait, on a mis, enfin, moi, j'ai vraiment mis les mots sur les causes du divorce, les raisons. Je leur ai dit, les filles, votre père, ça sera toujours votre père. Hmm. Mais papa et maman, ça n'est plus un couple. Donc quand on n'est plus un couple, on peut pas vivre ensemble. On va pas faire semblant pour vous. On va pas vous faire porter ça, en fait. On va assumer. Et le fait de mettre les mots, elles étaient jeunes, hein. Le fait de mettre les mots comme ça et d'en parler ouvertement, c'était un non-événement. Tu vois? Ça a été dur. Je dis pas que ça n'a pas été dur par moment, mais, mais ça a été dur parce que c'est une habitude qui est rompue. Et du coup, les enfants, ça les sécurise, les habitudes. Donc, c'est juste ce changement qui a été dur. Mais en vrai, elles ont découvert un père, tu vois, elles ont partagé des choses. Au contraire, ça a été hyper bon pour leur relation. Hmm. Oui, parce que Tu vois? souvent, il y a une pression aussi sur les parents pour dire vous allez traumatiser vos enfants. Gâché. Hmm. Vous allez traumatiser vos enfants. Mais bien sûr que tu vas les traumatiser si tu le mets au milieu de ce conflit-là et que tu commences à en faire un bouc émissaire et que tu commences à lui expliquer des choses qu'il n'a pas à entendre et tu commences à lui dire des choses, tu commences à casser l'image du père, tu commences à casser l'image de la mère. Bah, bien évidemment que l'enfant, ça va le traumatiser parce que les parents sont censés se protéger. Puis d'un seul coup, ils sont plus ensemble, ils se protègent plus et ils se font du mal. C'est ça qui est destructeur dans un divorce. C'est pas le fait de séparer les parents. Hmm. En gros, si les parents continuent de se respecter, parce qu'on ne parle plus d'amour là, mais on parle de respect, c'est la sécurité pour les enfants. Complètement. Et c'est ce qui est bien dommage, c'est que dans un divorce, on met souvent les enfants entre le marteau et l'enclume. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que ça devient les témoins de drames, de la tristesse, du chantage affectif, de plein de choses, hein. Attends, tous les hommes qui te disent moi je veux la garde exclusive, alors qu'il était complètement absent à la maison, où il était violent, où il s'est jamais occupé de ses enfants, et après il dit oui. Et c'est pour ça que la femme elle reste parce qu'elle dit je vais pas pouvoir me battre contre lui. Combien? Il y en a énormément. Mais ça, après, il faut juste avoir le bon avocat. Franchement, faut avoir le bon avocat parce qu'ils font tout ça. Ils le disent tout ça. Pour faire du mal, pour atteindre la mère, en fait. Hmm. Mhm. Mais Ça, bon, ça leur passe vite fait après. Mais c'est aussi dans le cas d'un divorce qui se passe mal. Quand ça se passe comme toi, ça a été le cas, c'est-à-dire où vous avez juste fait le constat qu'il n'y a plus d'amour, c'est différent. En fait, on a fait le constat qu'il n'y a plus d'amour, mais ça a quand même été difficile parce qu'il y a toujours un qui subit le divorce plus que l'autre. Hmm. Ça, c'est forcé, hein. Il y en a toujours un qui subit parce qu'il y en a un qui prend la décision que l'autre n'a pas pris, tu vois. Et du coup, si, il y a eu quand même, il y a eu des moments douloureux, mais on a réussi, du moins j'ai tout fait pour protéger les enfants au max. Hmm. Puis j'avais les outils pour aussi, hein. Donc bon, tu vois, ça aide quand même. Ça aide pour pouvoir les protéger, mais ouais, il y a eu des moments difficiles, mais ça va pas duré longtemps. Toi, d'un point de vue personnel, comment est-ce qu'on se reconstruit derrière une relation comme ça? Est-ce que quand on rencontre quelqu'un d'autre, on se dit « Oula, je refais pas d'enfant parce que j'ai peur d'oublier mon couple à nouveau » ou c'est vraiment dépendant d'une personne finalement? En fait, moi, le conseil que je donne, c'est déjà la remise en question avant de se mettre en couple. Parce que c'est comme ça qu'on fait une relation pansement. Donc, la remise en question, elle passe par tout ce qui va être thérapie. Mais c'est pas forcément de la thérapie, comme je disais tout à l'heure, de la psychanalyse ou quoi. C'est vraiment juste un moment de se retrouver soi. Souvent, quand on a été en couple, que ça soit 3, 5, 10 ou 15 ans, en fait, on sait plus qui on est sans la personne. Donc, c'est aussi se retrouver soi en tant que personne et se dire, bon, qui je suis là-dedans? Je suis qui, en fait? C'est quoi mes besoins? C'est quoi mes centres d'intérêt?
Tiens, et si je rechangeais de profession, et si je fais, tu vois, il y a vraiment il faut se reconstruire. Et quand tu te reconstruis, tu apprends à te connaître indépendamment de la relation, parce qu'il faut quand même faire le deuil d'une relation, hein. Surtout quand on a eu des enfants, il faut quand même faire le deuil. Ça, c'est important de prendre le temps. Le temps, c'est un allié dans ces moments-là et rien ne remplace le temps. Hmm. Tu vois, il a un pouvoir qu'aucune thérapie, aucun professionnel, aucun remède magique ne peut remplacer. C'est impossible. Et en fait, une fois que tu as réussi à te reconstruire, tu sais ce que tu veux, bah, tu vas trouver la bonne personne, en fait. Tu trouves la bonne personne parce que tu es aligné avec ce que tu es. Donc, tu attires à toi ce qu'il te faut, tu vois. Ouais, mais c'est clair que quand tu le vois de ce point de vue-là, ça n'a rien C'est à voir. logique. Oui, c'est Ouais, logique. c'est logique, c'est ça. C'est ça, c'est C'est tout à fait logique. logique. Ouais. Et c'est le recul qui peut manquer à beaucoup de gens une fois qu'on traverse ce genre d'épreuve. Ben, c'est normal. Émotionnellement, t'as pas la tête. Et puis souvent, t'es épuisé. Et puis souvent, tu sais, c'est un peu comme, bah voilà, juste après un enfant, tu peux pas réfléchir. C'est compliqué en fait. T'as pas le temps de réfléchir. Donc tu fatigues et puis t'as pas les outils. On te donne pas les outils à la sortie de maternité en disant, voilà, prends du temps pour toi. On te dit, prends une douche tous les jours. Ok, c'est sympa, mais donne-moi autre chose, tu vois. Je sais pas, il y a des séances d'hypnose sur Internet. Tu sais, il y a plein de trucs. Tu vas faire un massage une fois toutes les 2 semaines. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais juste un temps pour toi. Tu vois, un temps pour toi. Bon, accorde-toi, je sais pas combien de temps pour le bébé au début, parce que c'est normal, tu vois. Mais après, accorde-toi du temps pour toi. Est-ce C'est que, super important. est-ce que toi, c'est ce que tu as réussi à faire pour ta quatrième, que tu n'avais pas réussi à faire Ah pour ta ouais, première? Hmm. ouais. Moi, la première, deuxième, troisième, à partir de la deuxième, bah en fait, souvent je dis, le premier enfant, c'est pas très dur. Le deuxième enfant, c'est une claque. Parce que le premier enfant, tu te mets de côté pour t'occuper de lui. Le deuxième enfant, tu peux pas mettre de côté le premier enfant pour t'occuper du deuxième. Tu vois? Donc, il y a un moment donné où tu deviens, enfin, t'essayes d'être une pro de d'organisation, tu vois. Mais en même temps, à un moment donné, tu te dis, wow, là maintenant, ce temps-là, il est pour moi. Parce que là, ça devient urgent pour moi. Donc, au fur et à mesure, tu te rends compte que tu as de moins en moins de culpabilité à prendre du temps pour toi parce que tu te rends compte que ça fait du bien aux enfants, à la famille. Ça te fait du bien de les retrouver aussi, tu vois. Mais après, enfin, moi, au début, je suis toujours très fusionnelle avec mes enfants, hein. C'est-à-dire que, bon, déjà, ma petite dernière, là, qui a l'âge, je sais pas, elle va avoir 3 ans en juin, je l'allaite encore. Tout le monde est en train de me prendre la tête pour l'arrêter, tu vois. Je sais pas, il y a un truc, moi je suis très fusionnelle, hein, c'est parce qu'il y a une partie de moi qui me dit, hey, calme-toi, c'est bon maintenant là. Prends du temps pour toi, t'en as besoin. Mais parce que je kiffe, tu vois, parce que je me dis que ça dure pas, parce que tu sais, c'est l'expérience aussi. Tu dis, oh, ça va pas durer, oh regarde, oh là, on s'émerveille de tout, et puis en plus on s'en fout, tu vois, il y a un peu un lâcher prise. Plus t'as d'enfants, plus t'as un lâcher prise, et plus tu t'apprécies la maternité. Tu vois, la première, tu as beaucoup d'angoisse. Le deuxième, il est indépendant. Le troisième, de plus en plus indépendant. Le quatrième, laisse tomber. Tu vois, c'est plus de l'indépendance, tu vois. C'est Donc, Mowgli. Il vit tout seul dans la jungle. il vit tout seul, voilà. Il est tranquille, il a besoin de personne. Et enfin, tu vois, à partir de là, ouais, enfin, moi, je me suis pas séparée de ma fille pendant les 6 premiers mois, mais c'est parce que c'est un choix, hein. C'est pas parce que je le subis, hein. J'ai vraiment besoin de mes bébés. J'en ai besoin, en fait, au début. Je fais du cododo, la totale, hein. Puis après, c'est bon, petit à petit, je laisse. Au début, c'est 1 heure, 2 heures. Je sors, je vais faire un tour. Après, je pars des journées. Après, je reprends le taf. Après, voilà, petit à petit. Et puis voilà. Hmm. C'est C'est ça, l'expérience. ouais, ça s'apprend. Voilà, c'est Hmm. ça. Ça s'apprend. En fait, tu comprends qu'en prenant du temps pour toi et en te donnant quelque chose de qualité, en fait, tu vas donner quelque chose de qualité à ton enfant en tant Hmm. que mère. Quand tu donnes à la femme que tu es, tu vas forcément le distribuer. On pense que c'est en te ressourçant en tant que mère que tu vas donner en tant que mère. Pas du tout. C'est en te ressourçant en tant que femme que tu vas aller puiser les ressources pour donner en tant que mère, en tant que conjointe, en tant qu'amie, en tant que tout ça. La clé, c'est la femme. Hmm. Mais on est bien d'accord que c'est difficile de trouver cet équilibre pour aller chercher Ah du oui, temps pour soi. ah oui, 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 c'est très difficile, mais en fait, il faut être sans pitié avec soi-même au début. Ouais, Tu c'est vrai. vois, faut vraiment avoir cette espèce d'intransigeance où au début tu le vis comme une punition. Au début t'écourtes les sorties. Au début, tu vois, t'es quand même un peu en culpabilité. Puis tu vas faire payer tout le monde. Personne s'est occupé correctement et voilà, ça s'est fait nana et j'y retourne plus et c'est fini. Voilà, le classique. Mais à un moment donné, tu comprends que c'est vital.
C'est Je vrai. comprends que c'est vital. Ouais. J'aime bien ce que tu dis sur le fait que des fois on a besoin de laisser nos enfants, mais ça va pas du tout à qui on les laisse en fait. On n'est pas content et on lâche pas prise là-dessus. Voilà. Et au moment, tu lâches prise, tu te dis, et après tout, hein, il va prendre du coca à je sais pas quelle heure avec mamie. C'est pas grave, hein, écoute, il va pas en mourir. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? C'est bon, prends ce temps-là, les rajoute pas dans ta tête, prends ce temps-là, et puis c'est pas grave, hein, il viendra qu'il pourra. C'est vrai. Il y avait un autre sujet dont je voulais parler avec toi. C'était le fait d'être une mère voilée en France en 2021. Ouais. C'est encore un sujet. C'est pour ça que je voudrais en parler avec toi. Je pense que moi, personnellement, j'ai l'image de cette maman à Strasbourg là, qui se fait insulter et son petit garçon qui pleure dans ses bras. Ça m'avait brisé le cœur. Comment est-ce que toi, tu le vis aujourd'hui en 2021 ? C'est presque dur ce que je vais dire, mais en fait aujourd'hui j'ai vraiment un fatalisme. Je suis même plus dans l'acceptation, c'est vraiment un fatalisme. Il n'y a pas d'autre terme parce que tu vois, moi maintenant ça fait depuis quand même 2003 que je porte le voile. Donc tu vois, je suis pas à 1 an, 2 ans. Et depuis 2001, ça fait la une des journaux, quoi. Tout le temps. Et en fait, je sais même pas. Tu sais, j'aurais tellement de choses à dire sur le sujet que je ne sais même plus par où commencer. Parce que, en fait, aujourd'hui, déjà, on s'attaque aux femmes voilées parce que c'est des femmes, d'abord. Tu vois. Ensuite, parce que voilà, elles portent le voile, le foulard, voilà, elles sont visibles. Mais je sais très bien que en fait, il faut savoir qu'on a vraiment mis une peur dans... En fait, il y a quelque chose de... On dit aux femmes, voilà, il faut les libérer. Il faut les libérer, en fait, ces femmes-là. Genre, voilà. Aujourd'hui, l'opinion politique a décidé de libérer la femme qui décide de porter le voile. On lui dit, non, mais t'as pas décidé, en fait. On sait mieux que toi que tu as décidé ou pas. Est-ce que tu l'as décidé ou pas? Ok. Et le problème, c'est que on veut la libérer, mais on l'empêche de faire plein de choses. Il y a une incohérence, en fait. On l'empêche d'aller aux sorties scolaires avec ses enfants. On l'empêche d'exister dans la vitrine, tu vois, générale. On l'empêche d'exister, en fait. On l'empêche d'être. Il y a une notion d'identité. Il n'y a pas pire dans la construction psychologique d'une personne que de ne pas exister. Genre, le but d'un humain est d'exister. Quelle que soit la manière par laquelle il existe, c'est son objectif. C'est intrinsèquement lié à l'homme, en fait, avec un grand H. Et le fait que la France, particulièrement la France, et les pays francophones, donc la Belgique, tu vois, ne veulent pas que l'on existe. Ils ne veulent pas que l'on soit visible. Et quand on est visible, ils veulent nous écraser, nous éliminer, en disant que on représente quelque chose, un danger. On représente l'islamisme. C'est pas normal. Moi, j'ai commencé à pratiquer mes sports de combat quand je me suis dit, c'est quand même grave. Hein. Si un jour il m'arrive quelque chose à cause de mon voile, je peux me défendre. Donc j'ai commencé les sports de combat quand j'ai mis mon voile. Il y a quand même un problème. Ah bon, après j'ai kiffé. Hein. Mais tu vois, genre, au-delà de ça, voilà, et je me suis jamais fait agresser. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je savais que j'avais la posture pour défoncer une personne s'il venait parce que j'avais mes armes, elles étaient dans mes mains, donc c'était pas un problème pour moi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais subi la moindre agression, sauf à la fac, bien sûr, par un prof en amphi. Mais voilà, et je trouve ça déplorable. C'est pathétique. Ce qui se passe en France, c'est honteux. Genre vraiment honteux. Genre vraiment honteux. C'est-à-dire qu'on est quand même, on est la risée des autres pays qui sont choqués par le manque d'ouverture d'esprit du pays des Lumières quand même. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal parce que c'est qu'un bout de tissu. Hein. Enfin, franchement, ils font tout en pataquès, mais enfin,
Ça va loin. En fait, on veut uniformiser les gens. Mais c'est pas possible. On veut les uniformiser en prenant le prétexte de on n'a jamais entendu parler d'une femme voilà, qui avait fait un acte terroriste. Jamais. Genre, jamais, tu vois. Et enfin, c'est grave. Franchement, c'est grave. Je sais même pas quoi dire sur le sujet, tu sais, franchement, tellement j'en ai parlé, j'en ai débattu, ça m'a dégoûtée. Tu sais, avant, j'étais une militante, ça me rendait dingue. J'ai travaillé à la radio, à France Maghreb 2, tu vois, dans la chronique politique. Je parlais de ça, je parlais de ça, je parlais de ça. Après, à un moment donné, ça m'a épuisée, tu vois. Je me suis dit, attends, pourquoi j'ai besoin d'avoir leur validation pour exister? C'est bon, c'est mort. Je m'en fous, en fait. Ça m'appartient plus. Je vais pas m'épuiser là-dedans, ça m'appartient plus. Et comment est-ce que t'en parles avec tes filles? Parce que, bon, si tu ne subis pas d'agression, donc du coup, j'imagine qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. Au moins, Ouais. sur Non, ça, mais quand c'est... même, enfin, quand on parle des infos, je leur dis, regarde ce qui se passe, c'est grave. On en discute, on en discute. Il y a pas de tabou, donc vraiment, on en discute. Bon, moi, mes filles, je suis vraiment le genre de mère qui leur dit, faites des sports de combat parce que la vie, elle est dure pour nous. Tu vois, genre, on peut pas faire comme si c'était pas le cas, c'est le cas. Et ne pas le dire, bah, tu sais, c'est un mensonge. Tu vois ce que je veux dire? Faut leur dire, faut leur faire l'état des lieux. On n'est pas dans un monde de bisounours. Hmm. Mais bah, en fait, quand on en parle, il y a pas d'événement, quoi. On en parle et puis voilà, c'est tout. Mais après, je pense qu'elles ont quand même grandi avec une mère qui a défoncé des portes, tu vois. Donc pour elles, je pense que c'est pas un problème. Moi, mes enfants, je les ai pas mis à l'école. Enfin, j'avais fait l'IEF au début pour la grande. Ensuite, je les ai mises dans une école privée. Donc, tu vois, finalement, le problème s'est jamais vraiment posé. Hmm. Mais voilà, et puis même, j'ai jamais voulu en faire un problème. Tu sais, genre, tu vois, je prends souvent ça à la rigolade si on commence à me regarder d'une certaine manière ou quoi. Je pose la question, ça va? Enfin, voilà, un petit truc pour dire, bah, je vois que tu me regardes, mais si tu as quelque chose à dire, tu me le dis, en fait. Tu vas pas plus loin, tu fais pas semblant. Donc voilà, mais ouais, par rapport à ça, c'est du fatalisme. Vraiment, c'est le terme hein, qui me vient, fatalisme. Et je pense que ça changera pas. Hmm. Pas maintenant. Pas Et, tant que tout aura pas, tu vois, tout sera pas retourné, en fait. Mm. et est-ce que si tu as la sensation d'être coincé entre l'actualité qui fait qu'en parler et qui vous stigmatise en permanence, la Mm. société française en général, et aussi un autre côté qui te dit tu mets pas le voile comme il faut, tu fais, enfin voilà, qui te donne d'autres injonctions, pardon, qui fait L'injonction que tu te coinces de la entre les deux. communauté, tu veux Ouais. dire la communauté? Ah non, mais nous, on prend cher. On prend très, très cher. On prend très, très cher. Ben, c'est pour ça que moi, je parle aussi cash et frontal, tu vois, sur mes réseaux sociaux, parce que je m'en fous, en fait. Parce que je me dis, qu'est-ce qui fait aussi qu'on se permet de s'attaquer à nous comme ça? Hmm. Hmm. Tu vois, de tous les côtés. Qui leur donne la permission? Qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce qu'on est dans cette posture-là? Donc, on va faire notre taf nous-mêmes, entre meufs, et puis voilà. Là, il faut qu'il y ait plus de sororité, hein, parce c'est ça le truc, hein. Tant que, entre femmes, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup plus de sororité et qu'on attende cette espèce de validation euh, de qui que ce soit, finalement. Parce qu'en fait, ils ont les mêmes comportements, hein, des deux côtés, hein, c'est les injonctions, hein. L'un, c'est déshabille-toi, et l'autre, c'est habille-toi mieux, tu vois? Et puis nous, on est au milieu. Ouais, ok, les mecs, d'accord. Bah, super, continuez. Continuez à parler ensemble. Nous, on a des choses à construire. Donc voilà. Mais par rapport à mes filles, vraiment, j'essaye de leur apprendre que avant tout, c'est leur choix, leur corps leur appartient, que personne n'a le droit de dire qu'est-ce qu'elles doivent ou ne doivent pas faire de leur corps, comment est-ce qu'elles doivent s'habiller, qui elles sont, leur identité, ce qu'on est aussi, ce qu'on porte fièrement en tant que personne, en tant que racisé, en tant que, tu vois, en tant que, voilà, on s'est démené, on n'a pas grandi dans les meilleures conditions, on a grandi dans les quartiers populaires. Tu vois, c'est toujours compliqué d'être toujours rappelé à ce qu'on pense ne plus être. Tu Hmm. vois, moi, je me considère en tant que Française, musulmane, certes, française, avec des origines. Et puis voilà, c'est cool. Tu vois, c'est un brassage, c'est génial. Mes enfants aussi sont métisses, donc elles ont des origines. Il y a tout un mélange. Et c'est top, en fait. Mais on est tout le temps en train de nous pointer du doigt quelque chose. Et pour dire qu'on est différent. Bon, bah, écoute, ça leur appartient. Si j'ai décidé de dire que j'étais pas différente, ils vont faire quoi?
Tu vois, si tu pourras pas m'enlever ça de la tête, point final. Tu vois, c'est Bah, c'est c'est ça en fait. ce que tu as dit pendant tout le podcast, c'est à eux de faire le travail sur eux-mêmes. Tu peux pas le faire pour C'est eux. ça, exactement. Et à tous les niveaux, hein. Hmm. À tous les niveaux, hein. La boucle, Donc, elle est bouclée en fait. Ça c'est ça. concerne tout. C'est ça, c'est ça. C'est toujours soit il y a que nous, on peut pas attendre des gens le changement qu'on attend pour soi. Moi, quand je faisais du militantisme et tout, ça m'a vraiment fatiguée. Je me suis dit, attends, meuf, t'as des enfants, fais ton taf chez toi déjà. Hmm. Et aussi, même par rapport aux femmes que j'accompagne, parce que j'ai quand même 80% de mes patientes sont des femmes, tu vois. Donc, j'ai quand même une visibilité un peu, un vrai panel sur ce qui se passe vraiment à l'intérieur. J'ai toute religion, toute origine confondue, hein. Hmm. Donc, le vrai problème, c'est que faut que les femmes, elles se soulèvent un petit peu, là. Voilà, c'est surtout ça. Ouais. Ça touche du doigt le féminisme et ce qu'on doit mettre en place pour un peu Exact. revenir à une réelle égalité, pas celle qu'on veut nous faire croire qu'on a acquise pour l'instant. Exactement. Ben, merci beaucoup, c'était hyper Avec intéressant. grand plaisir. Tu m'as fait me poser des questions en écoutant, je me suis dit, va falloir que je le réécoute parce que ça me déclenche des discussions internes avec moi-même. Ouais, bah écoute, tant mieux. Je vais prendre rendez-vous avec toi. Merci beaucoup Maïssa. Avec grand plaisir, merci Clémentine et merci pour ton taf, c'est top, vraiment top. C'était Maïssa Leroy, thérapeute, mère de 4 enfants. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou sur les réseaux sociaux @lamatrescence. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.